sur deux points un peu essentiels qui sont en fait tirés d'une étude que j'ai faite pour le ministère de la Justice et pour le défenseur des droits, justement, sur la mise en œuvre des discriminations et qui sera rendue bientôt publique, où j'ai en fait interviewé des juges sur leur manière d'appréhender les discriminations. Et j'ai aussi fait une étude sur ce qu'on appelle les discriminations systémiques avec une avocate, Emmanuelle Boussard-Berrica, où on a comparé en fait les discriminations, alors pas raciales, mais sur l'âge, l'appartenance syndicale et puis le sexe. Et on a vu des phénomènes. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est en fait vous parler de ce qui est sorti de ces études, parce que c'est un moment clé où il faut qu'on en débatte peut-être avant, et j'ai l'impression que parfois dans le débat, il y a des choses qui n'apparaissent pas. Alors, deux choses. J'aimerais parler des facteurs de résistance que j'ai vus dans les entretiens que je faisais. Donc, on peut avoir toutes les lois possibles et imaginables. Si les juges ne s'approprient pas cette matière, on va avoir des difficultés. On peut avoir de très bons avocats. Il faut aussi quand même qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'est la discrimination. Et étant franco-américaine, c'est vrai que je réalise qu'il y a aussi une tradition civiliste d'égalité qui fait que c'est un peu difficile de s'approprier l'idée même de discrimination. Donc je vais vous parler de ces résistances et après, je vais vous dire qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte si jamais on va vers l'action de groupe. Il n'y a absolument pas de débat sur la nature de la discrimination qui est en jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la discrimination individuelle. On est sur une discrimination systémique qui peut exister par la ségrégation des métiers dans les différentes sphères, et on ne parle pas tellement de la nature de cette discrimination. Et donc, comme on a fait une étude du contentieux, on a pu voir comment elle se révélait, et on veut savoir si finalement l'action de groupe, elle permet de saisir cette discrimination particulière. Or, il ne semble pas forcément que cette action de groupe le fasse, et donc c'est important parce que Michel Binet parlera des limites de cette action. Alors, sur les deux facteurs de résistance, moi ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on parle aux juges, il y a déjà deux résistances qui sortent beaucoup. Alors ça c'est en droit du travail, mais je suis sûre qu'on pourrait les retrouver dans les deux autres domaines du droit. C'est l'idée que la non-discrimination ébranle les catégories. Qu'en fait, il y a des droits avec des protections substantielles, par exemple en droit du travail, qui compensent la vulnérabilité donc présumée du salarié du fait de sa subordination. Et en fait, les discriminations qui touchent, c'est les discriminations qui sont liées à la maternité, on est d'accord, la discrimination syndicale, là on en parle tout le temps, la discrimination sur l'état de santé, donc celle qui est finalement liée à l'état de providence traditionnel, mais dès qu'on arrive aux critères personnels, il y a une espèce de gêne très forte du juge en disant qu'il y a une subjectivité excessive, qu'il faut appréhender des réalités qui sont trop personnelles, et on m'a même dit, mais est-ce que vous pensez bien qu'une victime peut présenter sa souffrance? Vous allez la flinguer, voilà ce qu'on m'a dit. Si je parle de race, je vais faire un arrêt raciste. C'est vraiment des commentaires que j'ai pu dicter, puisque j'ai fait une transcription d'entretien, et on a fait cela avec le CEVIPOF, avec une grille de lecture, donc juridique, politiste. Et donc l'idée, c'est bien de voir que finalement, d'un côté, la non-discrimination ébranle la façon traditionnelle de voir le droit. Donc il faudra tenir compte du fait que, par exemple, au droit du travail, on voit le travailleur sans race, sans sexe, sans âge, sans religion, sans sexualité, et que maintenant, tous ces critères apparaissent au grand jour, et les juges, en tout cas au niveau de la cour d'appel, les juges du fond, souvent, sont perturbés. La deuxième résistance, c'est la résistance sur le fait que les juges nous disent on construit des victimes. Ils reviennent à l'idée traditionnelle que finalement, la grande faiblesse de la non-discrimination, c'est d'aller contre le vivre ensemble, que ça crée des catégories, et ça, on l'a répété à outrance, de voir la personne du travailleur et non le travailleur, de contextualiser, est un problème pour eux, de voir des préjugés, d'essayer de comprendre ce que c'est qu'un préjugé, est difficile pour un juge qui n'a pas cette vision comme le juge de common law, inductive, où on part des faits et on essaye d'induire un principe. Et donc, il ne voit pas ça comme un principe de non-discrimination. Et l'étude, c'était la mise en œuvre du principe de non-discrimination. L'égalité, bien sûr, leur parle beaucoup plus. Or,
Moi, ce que je vous propose, et c'est mon deuxième point, c'est finalement, si on voit la non-discrimination dans l'emploi, si on transforme cette vision dans une vision beaucoup plus collective, comme une dynamique institutionnelle, beaucoup plus subversive, qui regarde le collectif des individus, qui reconnaît le groupe, et non seulement l'individu, qui essaie de voir, pas le groupe, et je ne suis pas en train de parler d'un groupe figé, c'est-à-dire le communautarisme, je suis en train de parler d'un groupe informel, qui est identifié à travers un contentieux, donc qui n'est pas pérenne, mais qui a des entraves, par exemple, à l'emploi. Et bien, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des discriminations dans les conventions collectives. On voit des discriminations dans l'ensemble des sources juridiques. Par exemple, ce qu'on a pu voir, en fait, dans le contentieux qu'on a étudié, des discriminations dans les codes vestimentaires, dans tout ce qui est des règles un peu générales qui posent des problèmes d'entrave à l'emploi ou même de promotion à l'emploi, dans les mécanismes d'évaluation professionnelle. Et je ne vais pas dans le détail de tout ce qu'on a vu, mais on en a vu des discriminations. Alors, quelle solution? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il existe un concept de discrimination systémique qui a été reconnu notamment au Québec. Alors, elle vise les inégalités cumulatives résultant de l'interaction de pratiques volontaires ou non, individuelles et structurelles qui portent préjudice à un groupe donné. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut regarder l'effet discriminatoire. Si on a des mécanismes pour suivre, alors c'est sûr, pour la discrimination raciale, il faudrait passer par le nom ou l'ascendance. Mais on l'a déjà pour le sexe. Si on peut voir la ségrégation, on a parlé tout à l'heure de la ségrégation des métiers, qui est cadre et non cadre. Si sur la carrière, on peut faire des suivis. Donc là, je ne suis pas sur l'anonymisation, là, je suis plutôt au contraire sur un suivi. Il y aura possibilité de cesser dans l'avenir des discriminations, parce que ça permettra de voir que finalement, parfois c'est quelqu'un dans le passé, c'est pas un auteur de la discrimination. Or, si vous lisez exactement le texte dit, et c'est là où il est complètement à côté de la plaque pour moi, lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales et contractuelles, une action de groupe peut être exercée. Mais c'est à l'heure. Et vous lisez le rapport Péco-Rivolier sur l'action de groupe, elle le dit tout de suite. La discrimination, c'est plusieurs auteurs à des moments différents. C'est une conjugaison de discrimination directe, indirecte, de préjugés, de culture d'entreprise selon les pays, selon les entreprises. Et donc, voilà, je voulais juste insister sur le fait que nous ne devons pas rater la cible et que c'est très important aussi dans le contentieux judiciaire et dans la stratégie contentieuse qu'on réfléchisse à la nature de la discrimination systémique. Merci.